Mesdames, Messieurs, bonsoir. 12e numéro de la nouvelle saison de votre émission Club Média 7. Et je reçois ce soir pour l'analyse, la lecture et le décryptage de l'actualité de la semaine écoulée Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir aux téléspectateurs de l'OTV. Avec nous également pour ce tour d'horizon de l'actualité, Michel Aonon, directeur de publication du quotidien Palmarès. Michel Aonon, bonsoir. Bonsoir, c'est frère et confrère. Mais avant tout, voici la revue de presse hebdomadaire. C'est avec Marcel Arrossi. Audit des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de la Covid-19, les chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux ne font pas foi selon la presse du jour. Un rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes donne lieu à divers commentaires, observations et spéculations. Face à cette situation, le quotidien La Presse du jour trouve opportun d'apporter des éléments de clarification. Selon ce média, l'audit des fonds Covid-19 a été sollicité par le ministère de l'Économie et des Finances dans une démarche volontariste et de transparence. Et ce rapport fait suite à un rapport intermédiaire qui aurait fait l'objet d'informations complémentaires transmises à la Cour. Sous la contrainte de délai de publication du rapport, ces informations n'ont pu être analysées et prises en compte de façon complète par la Cour, rapporte La Presse du jour. Ces éléments et d'autres précisions qui ont été envoyés de nouveau à la Cour seront intégrés dans un nouveau rapport qui sera publié suivant l'agenda de cette dernière. Concernant les chiffres qui circulent, il apparaît important pour ce quotidien de noter qu'il s'agit de données brutes compilées à partir de plusieurs sources et présentant quelques erreurs matérielles. À titre d'exemple, il serait mentionné à la page 48 du rapport 138 milliards 620 millions 577 062 francs CFA pour les dépenses liées à la vaccination, alors que celles effectuées aussi bien par l'État que par tous les partenaires s'élèvent à 30 milliards 851 millions 679 422 francs CFA selon La Presse du jour. Sur le sujet, Dakpe Sossou, le député, adresse des questions au gouvernement. 3 questions selon Vif d'Afrique. Entre autres, le parlementaire demande au gouvernement de lui dire s'il s'agit d'une erreur ou d'un dysfonctionnement dans la collecte et le traitement des données recueillies par la Cour des comptes. Et il cherche à connaître les mesures envisagées par l'exécutif pour traduire devant les juridictions compétentes les agents de l'État impliqués dans ces irrégularités afin que des poursuites soient engagées à leur encontre conformément au principe tolérance zéro de la rupture. Le député ajoute que la Cour des comptes devra donner des explications au peuple béninois et présenter des excuses publiques au gouvernement pour cette tentative de discrédit jetée sur sa gestion si ses conclusions s'avéraient injustes. La variole du singe serait-elle déjà au Bénin? Depuis le mois de mai, les autorités sanitaires de plusieurs nations, de l'Europe au Canada en passant par les États-Unis et l'Australie, ont commencé à détecter des cas de cette étrange maladie dont les précédentes épidémies avaient été très contenues. Au Bénin, 2 cas suspectés sont appréhendés et gardés sous surveillance à l'hôpital de zone de Pobet selon Fraternité. Des recoupements effectués par les médias locaux, La Presse du jour par exemple, un couple en provenance du voisin de l'Est est suspecté d'être porteur du virus de la variole du singe. Une nouvelle épidémie qui sème la panique dans les esprits fait remarquer le potentiel. L'épidémie de variole du singe, puisque c'est de cela qu'il s'agit, touche désormais plus de 15 pays en dehors de l'Afrique. Selon BBC News, plus de 80 cas ont été confirmés. Toutefois, le risque pour le grand public est encore jugé faible. Non-respect du prix de l'huile végétale raffinée, la répression aura lieu et c'est désormais une réalité, affirme la nation. Les commerçants indélicats l'ont appris à leurs dépens lors des missions de contrôle dépêchées sur le terrain par le ministère du Commerce. Le quotidien de service public rapporte que les contrôles effectués dans les supermarchés à Cotonou et à Bomekalavi samedi dernier ont conduit à la mise sous convocation de nombreux commerçants pour augmentation illicite du prix de vente de l'huile végétale raffinée. Dans le zoo aussi, 8 points de vente sont fermés suite à la descente sur le terrain du directeur départemental de l'industrie et du commerce du zoo,
et des collines selon la presse du jour. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Matin libre, politique nationale, Mitokpe, des signes avant atterrissage, le soleil levant. Quelques mois après sa démission du parti Restaurer l'espoir, l'ancien député Guy Mitokpe rejoint-il la mouvance en douce? Fraternité, Soglo, Vlavonou et les anciens présidents du Parlement au Palais de la Marina, au-delà des entrevues, des pas vers la décrispation politique. Info Matin, élections législatives 2023, les démocrates entre deux chaises. La nation, transparence budgétaire en 2021, une nette progression et des défis pour le Bénin. Notre époque, éliminatoire, CAN 2023, deuxième journée, les écureuils tombent, les supporters encore plus. Nouvelle élite, mauvaise performance des écureuils du Bénin, Dr Bogar Koupaki propose de ne plus engouffler des centaines de millions dans ce trou devenu ingrat. Fraternité, Bénin 0, Mozambique 1, la triste réalité du niveau approximatif des écureuils, les chances de qualification à la CAN 2023 compromises. Merci donc à vous, cher Marcel Arossi, et juste derrière la revue de presse hebdomadaire, 7 jours au Bénin. Marcel Zoumenou, Nicéphore Soglo, chez Patrice Talon, c'était précisément le mercredi. Alors, rien n'a fuité de cette rencontre. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux également. Mais quand on connaît certaines prises de position de l'ancien président Nicéphore Soglo, qu'est-ce que les deux hommes ont-ils bien pu se dire? Alors, d'abord, il faut que nous essayions d'analyser cette rencontre dans un cadre un peu plus élargi, puisque le chef d'État a rencontré, en dehors du président Soglo, d'autres personnalités, dont les anciens présidents de l'Assemblée et des ambassadeurs de certains pays accrédités au Bénin. Alors, moi, je crois, c'est vrai qu'aucun des personnes, des acteurs n'ont parlé, ni les invités, ni celui qui a invité, mais on pressent que ça ne peut qu'être que des choses qui ont été dites au nom de la République. Et ça peut être quoi? Moi, je pense que ça peut être des discussions pour décrisper un peu l'atmosphère politique dans notre pays au regard de la situation politique du pays actuellement. Et je ne suis pas péremptoire pour dire que telle chose ont été décidées, mais je pense que les choses qui ont été dites l'ont été dans l'intérêt supérieur de la nation, de la paix, de la décrispation. C'est vrai que ce qu'on peut reprocher à cela, moi je l'ai toujours dit, quand on fait ce genre de discussion à ce niveau, puisqu'on a vu que ceux qui ont été appelés sont quand même des personnalités politiques et des ambassadeurs de pays très respectés, il faut tout au moins informer les populations de ce que, voilà, et des discussions ont été ouvertes dans tel cadre. Puisque sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations autour. Bon, c'est pour libérer tel, c'est pour faire tel, c'est pour réviser la Constitution, c'est pour faire quoi que ça. Donc, il faut quand même que tout ce qu'on fait au nom de la République soit su par les populations. Un petit message pour dire le chef d'État a ouvert des discussions avec certaines personnalités dont l'objectif est ceci. Sinon, beaucoup de Béninois croiront peut-être à ce que des gens comme Bertin Korovi annoncent déjà sur les réseaux sociaux en disant que c'est pour réviser la Constitution, pour permettre au chef de l'État d'avoir un troisième mandat. Et ces gens de spéculation ne sont pas bons. Et ces gens de spéculation ne font recette que dans un environnement où on se tait sur le minimum, on ne veut pas dire le minimum. Sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est une très bonne démarche. Et le président Soglo, qui par le passé avait eu des positions très critiques envers le chef d'État, qui se retrouve à la présidence de la République, moi je crois que c'est pour le bien du pays, parce que après tout, un ancien président de la République a forcément quelque chose à chuchoter à l'oreille du président actuel. Et moi, je crois que le chef d'État a bien fait de l'inviter malgré les
les crispations qui existaient entre eux par le passé. Mais Michel Aonon, en moins de 6 mois, c'est la deuxième fois que Nicéphore Soglo se rend chez Patrice Talon. Il était également au vernissage de l'exposition des trésors royaux. Vous y voyez, vous aussi, des signes d'une certaine décrispation politique? Bon, je pense, parce que même quand l'ancien président Nicéphore Soglo était au vernissage, on avait passé ça au pain fin. Parce que c'est le président Patrice Talon lui-même qui l'a invité. Donc, au regard donc, du passé pas trop lointain qu'on connaît, que le chef de l'État actuel lui-même veuille inviter l'ancien président Soglo au vernissage et l'ambiance dans laquelle cela s'est passé, et nous avions apprécié ça en son temps. Maintenant, la rencontre de la dernière fois, comme Marcel vient de le dire, vous savez, le président Patrice Talon peut appeler le président Soglo un week-end. Ils peuvent se voir. On n'a pas besoin qu'on sache. Même on peut ne pas, un journaliste peut ne pas savoir. Si le président Patrice Talon a quelque chose à dire au président Soglo, il peut l'appeler en informel, ils peuvent se voir à deux et parler. Il peut se rendre chez lui, l'ancien président peut aller au domicile du président Talon, il n'y a pas de souci. Mais quand ça rentre dans un cadre formel, c'est que ça prend une autre allure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse s'y intéresse, l'opinion s'y intéresse, parce que ça rentre dans un cadre formel. Et il serait bien que quand ça rentre dans un cadre formel, qu'il y ait une communication qui accompagne ça. Et le fait que ça finisse comme ça et qu'on dise qu'il n'y a rien, aucune déclaration n'a filtré, ça ouvre toutes sortes de commentaires, de supputations, d'imagination possibles. Mais je présume que les deux personnalités, l'ancien président et l'actuel président, ne peuvent pas quand même se voir pour que ça ne soit pas en bien pour le pays. Mais nous apprécions déjà la démarche, que maintenant le président Soglo peut se rendre à la présidence, rencontrer l'actuel président et qu'il puisse échanger, comme ce fut le cas de l'ancien président Yahi Boni. Donc si ça rentre dans ce cadre, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-ci, c'est qu'à la suite du président Soglo, il y a d'autres personnalités. Et c'est pourquoi je dis que la communication qui n'a pas accompagné cela a fait que on peut penser à tout. Mais je ne pense pas que ça soit dans le cadre de tout ce qui est diffusé sur les médias sociaux, que c'est pour réviser la Constitution. Je ne pense pas que si on veut réviser la Constitution à nouveau, que ça soit du président Soglo qu'on ait besoin, parce qu'il n'est pas député. Alors que l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Donc si le président Talon a envie de réviser à nouveau la Constitution, quels que soient les mobiles qui pourraient sous-tendre cela, il n'a pas besoin forcément du président Soglo. Peut-être qu'il peut en avoir besoin juste pour la forme, pour d'autres objets, c'est-à-dire sur d'autres plans, mais pas immédiatement. Les personnalités politiques dont il pourrait avoir besoin, ça doit être les députés. Donc je ne pense pas que ça soit ça, mais que cette rencontre rentre dans le cadre de la décrispation progressive, parce que vous allez constater que après la rencontre avec le président Soglo pour la première fois, et à la suite avec le président Yahi Boni, que bon, parce qu'en réalité, tout ce qui s'est passé après les élections, les visions post-électorales, tout ça, c'est parce qu'il y avait l'image de certaines personnalités politiques qui pouvaient encore, avec leur mot d'ordre, et avoir un impact sur l'électorat, avoir un impact sur l'ensemble de la population. C'était ça. Donc, c'est une bonne démarche, à savoir que les anciens présidents peuvent rencontrer maintenant l'actuel président et qu'ils puissent dialoguer. Donc, ça participe effectivement de la décrispation. Seulement qu'on pouvait faire en sorte qu'à leur sortie, ils puissent au moins placer un mot, même si c'est juste pour servir de paravent. C'est important pour nous autres journalistes, pour qu'on puisse avoir moins de la matière. Parce que là, maintenant, on n'a pas de la matière. Nous-mêmes, nous rentrons dans l'imaginaire pour dire, bon, c'est possible qu'il se soit d'ici, c'est possible qu'il se soit dit ça. Et comme ce n'est pas une rencontre au domicile du président Talon, et que c'est une rencontre à la présidence étant un lieu hautement symbolique pour la République, je pense que si le chef de l'État d'exercice reçoit une personnalité à la présidence, il doit avoir un mot qui filtre. Si rien ne filtre, ça ouvre la brèche à toute forme de... Parlant justement de supputation, Marcel Zoumenou, selon Moïse Kérékou, le fils de l'ancien président Mathieu Kérékou et ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, les deux personnalités auraient peut-être évoqué des sujets relatifs à un retour bécaye de Léadi Soglo et consorts. Également, il pourrait aussi peut-être avoir eu à aborder le cas de la libération de certaines personnalités politiques. Oui, c'est pas exclu parce que dans des communiqués précédents, le président Soglo a fait cause pour ces personnalités qui sont soit en exil, soit en prison. Et il a demandé qu'on les libère ou qu'on permette qu'ils reviennent. Et donc,
Qu'on dise aujourd'hui qu'il a abordé ce sujet au cours de cet entretien, je trouve que c'est conséquent par rapport à ce qui a été les revendications politiques ou bien la démarche politique du président Soglo ces derniers mois-ci. Et ça, et ce n'est pas que le président Soglo qui le dit et qui le revendique pour la paix, pour la cohésion nationale. On a besoin que tous les fils du Bénin s'entendent pour développer le pays. Il y a beaucoup de personnalités qui le demandent. Le président Boni Yayi, lui-même, quand il a rencontré le président Patrice Talon, avait écrit dans le petit document que lui-même avait lu qu'il réclamait la libération du professeur Joël Aïvo et de Rekia Madougou qui sont en prison. Et en plus de tous les autres personnalités politiques entre griffes qui sont tassées d'être des prisonniers politiques aujourd'hui au Bénin. Et moi, ce que je peux dire, c'est que si c'est ça, le plat de résidence des échanges entre les deux personnalités, moi je crois que c'est pour le bien du pays. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, les deux ne peuvent pas se rencontrer sans que ce ne soit les intérêts du pays qui sont en jeu. Moi, je crois que c'est pour le bien du pays. Essayons de faire les choses dans les règles de l'art, puisqu'il y a certains qui sont sous l'emprise, excusez-moi, ou sous la coupole de décisions de justice. Le chef d'État, de sa position, peut essayer de voir s'il faut les gracier ou pas. C'est à lui de voir. Il a le pouvoir discrétionnaire de le faire. Et donc, si c'est cela, ce dont ils ont discuté, moi je trouve salutaire cette rencontre-là. Michel Aonon, vous partagez le même regard sur la question? Oui, sauf que je continue à regretter le fait qu'il y ait des rencontres importantes de ce genre, qu'on dise que rien n'a filtré. Parce que le fait que rien n'est filtré fait que nous faisons nos analyses sur la base de l'imaginaire, ce qui n'est pas bien pour un journaliste parce qu'on nous interdit de nous baser sur l'imaginaire. Mais malheureusement, nous sommes obligés, au regard donc de l'intérêt que cela revêt pour la nation et au regard donc de l'actualité politique au plan national, de nous dire que les sujets peuvent tourner autour de tels aspects. Et je crois bien que, en dehors des choses personnellement privées que les chefs d'État peuvent avoir à se dire, ils vont aborder des sujets qui concernent le pays. Et entre autres, il y a la décrispation, parce que nous sommes en marche vers des élections inclusives qui constituent une revendication majeure de l'ancien président Boni Yayi quand il était allé voir le président Talon, une revendication majeure de l'ancien président Soglo. Il est reparti encore voir le président Talon. Donc je suppose que tout ce qui constitue revendication de cette nature-là, qu'ils avaient déjà abordé, qu'ils ne peuvent pas rencontrer le président Talon à nouveau et ne pas revenir là-dessus, parce qu'il y a des gens qui sont des leurs, qui sont en prison. Ceux que nous appelons prisonniers politiques, en réalité, on cite les personnalités qui sont les plus en vue, mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en prison. Bien avant l'arrestation de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, il y avait plein de jeunes activistes de l'opposition qui avaient été arrêtés pour différents motifs, qui sont encore en prison. Donc, c'est de tout ça qu'on parle. Donc, on a constaté lors de la dernière audience que le président Yayi Boni a plaidé pour ça. Et il l'a dit officiellement. Cette fois-ci, le président Soglo aussi en avait parlé. Cette fois-ci, même s'il ne parle pas, on suppose que ça va faire partie des choses sur lesquelles il peut revenir avec le président, parce qu'on estime qu'en tant que président de la République en exercice, il a le pouvoir de faire quelque chose. Mais s'il y a déjà des décisions de justice qui existent, la Constitution lui donne le pouvoir quand même d'agir d'une certaine manière. Et puis, bon, donc, c'est lui seul qui peut le faire. Donc, les anciens présidents peuvent lui demander, le solliciter pour ça, puisque c'est une mesure qui va les arranger aussi parce qu'ils auront leurs partisans, leurs proches, leurs militants aussi. Et c'est pareil pour les compatriotes qui sont à l'étranger, que ceux que nous appelons les exilés politiques. Marcel Zoumenou, vous l'évoquiez, Patrice Talon a reçu également les anciens présidents de l'Assemblée nationale et l'actuel président du Parlement. Qu'est-ce qui aurait pu être au menu de leurs échanges? Bon, on est toujours dans le jeu des hypothèses. On est dans les hypothèses, c'est très difficile de faire des débats avec des hypothèses. Moi, comme je l'ai dit, je crois que ce soit les anciens présidents de la République ou les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ils font partie des personnalités quand même d'un certain rang, d'un certain prestige, et pour lesquels il faut quand même associer
quand il s'agit de certains sujets. Et je crois que sûrement que le chef d'État avait des propositions d'ouverture à faire et il a voulu avoir leur avis. C'est comme ça, il voit. Et quand il parle de propositions d'ouverture, c'est tout ce que nous disons aujourd'hui, élections inclusives, libérer des prisonniers politiques et puis tout le reste pour que réellement la paix revienne et que notre pays se porte bien. Moi, je crois que si ces personnalités ont été associées, c'est à cause de leur carrure, à cause de ce qu'ils représentent, et donc forcément qu'ils ont des propositions à faire au chef de l'État pour qu'il puisse conduire sûrement des réformes politiques qu'on attend depuis fait. Michel Aono, oui. Ce qu'on sait, et avec précision, c'est qu'avec les diplomates, les ambassadeurs accrédités au Bénin, il a été question des réformes, notamment celles politiques. Oui, oui, c'est ça j'allais parler. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans sa méthode de travail, sûrement, peut-être qu'il y a des choses qui arrivent dans un futur imminent et il a voulu partager cela avec les anciens présidents d'institutions, de par leur expérience et tout, peut-être recueillir leur avis avant de pouvoir rendre ça public. Et que c'est peut-être pour ces motifs que à la sortie de la rencontre, il n'y a pas eu de déclaration formelle. Mais étant donné que la rencontre s'est déroulée dans un lieu formel, ça aurait été bien de donner quelques... Mais vous allez voir, par exemple, la dernière fois, il y avait une polémique par rapport à une proposition de loi par rapport aux primes qu'il fallait accorder aux anciens présidents et tout. Et dans une réaction du président de la République, lors d'une intervention, le président de la République a dit, je crois c'est quand il rencontrait les responsables des organisations syndicales, qu'il n'était pas d'accord. Mais toutefois, qu'il pourrait encore voir s'il s'agissait des anciens présidents d'institutions de la République constitutionnellement établis. Donc, je me dis, peut-être que ces sujets-là aussi peuvent revenir, parce que le président a estimé dans ses explications que les anciens présidents, ils ont incarné le pouvoir d'État à un moment donné pendant un mandat de 5 ans, certains 10 ans et tout, et il n'est pas bien quand même de voir quelqu'un qui a été pendant 10 ans président de la Cour constitutionnelle du Bénin, par exemple, que ça 5 ans, 10 ans après, qu'il tombe totalement dans la... on ne peut pas permettre que des personnalités comme ça tombent dans, je ne dirais pas, manque du minimum. Voilà, le dénuement, non, c'est pas possible, ça n'honore même pas notre République. Donc c'est normal qu'on trouve des formules pour que ceux qui ont occupé des postes de responsabilité aussi élevés, qu'on trouve des mesures de pouvoir faire tout. Mais pour l'ensemble des députés, les chefs de l'État n'étaient pas d'accord. Et je parie que comme il a rencontré les anciens présidents de l'Assemblée et tout ça, le professeur Mathurin Nago, il dit Kola Olé, ils étaient tous là. Donc ça veut dire que c'est sûr que ces sujets-là peuvent revenir sur le tapis. Mais je suis sûr que, étant donné qu'on a toujours reproché au président Talon de foncer dans les réformes sans faire une large concertation, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui vient sur lequel il a envie de s'entretenir avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la République, et avant de pouvoir rendre ça public. Je suis sûr qu'il est en train de travailler à quelque chose. Vous venez maintenant à ma question, Michel Aono, la rencontre avec les diplomates. Avec les diplomates, je crois que par le passé, avec le président Talon, je n'ai pas beaucoup noté ça. Sinon avec le président Yaïboni, il y avait un calendrier, un agenda, et de façon périodique, le président de la République rencontre le corps diplomatique pour faire le point des relations avec chaque pays, et ainsi de suite. Donc, les rencontres avec les diplomates, ça se faisait suivant un agenda. Mais avec le président Talon, je n'ai pas noté que cela soit trop... Ça n'a pas été régulier pendant le premier quinquennat. Maintenant, peut-être que le président a envie, au cours de ce deuxième quinquennat, d'activer cela et de rencontrer... Il a été clairement dit qu'ils ont eu à discuter des réformes politiques en cours au Bénin. Oui, parce que par le passé, après les violences électorales et tout ça, il a été noté que ce que l'opposition reprochait au pouvoir, c'est de ne pas ouvrir les élections. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des requêtes de certains opposants qui sont allés au niveau des chancelleries et tout ça, pour se plaindre de ce que les réformes politiques menées par le président Talon sont d'ordre exclusif et qu'il y a des critères qui sont faits exprès pour empêcher les gens d'aller aux élections et tout ça. Et donc, en réponse à ça, il y a eu des réactions de l'extérieur aussi, de la part de certains pays et tout. Donc, c'est bien que le président constate que les chancelleries auprès desquelles ceux qui n'étaient pas d'accord se sont plaints
ont fait des observations au gouvernement et qu'ils en tiennent compte et que par rapport à ce qui arrive, étant donné que nous sommes encore dans le débat actuel d'élections inclusives et tout, qu'ils fassent cette large concertation, peut-être pour montrer sa bonne foi. Ça, c'est le gouvernement. Pour montrer sa bonne foi auprès des diplomates des pays accrédités au Bénin que voilà ce qu'il est en train maintenant de mettre sur la table. Et que maintenant, si quelqu'un ne s'arrange pas pour participer à une élection, qu'on ne va plus dire que bon, c'est lui qui porte le fardeau, qui porte la charge d'élection exclusive. Donc, peut-être c'est pour exposer aussi tout ça aux diplomates pour montrer que maintenant, là, le cadre est établi pour que tout le monde prenne part aux élections. Mais ce n'est pas parce que vous ne prenez part aux élections que forcément vous gagnez. Parce qu'on peut encore tout faire là. Ceux qui sont encore dans l'opposition peuvent participer aux élections et ne pas gagner. Donc, quand on dit élection inclusive, il faut expliquer ce que nous mettons dans inclusive. Est-ce que quand nous parlons d'élection inclusive, est-ce à dire simplement qu'on permet que tout le monde soit candidat ou bien dans l'élection inclusive, on va au-delà en organisant l'élection de manière crédible, transparente, de manière à ce que tous ceux qui ont pris part aux élections puissent être sûrs qu'en y participant, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Pas forcément si on ne vote pas pour eux, mais que si on votait pour eux, qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. C'est cette assurance-là que quelques partis de l'opposition continuent à exprimer, tout en tenant compte du fait que, même quand nous disons opposition aujourd'hui au Bénin, il y a deux types d'opposition. Il y a une opposition modérée qui pense qu'il faut faire les choses d'une certaine manière, et il y a une opposition radicale qui ne veut rien comprendre avec le président Talon. Donc, en tenant compte donc de tout ça, je pense que c'est bien que le gouvernement rencontre ses partenaires pour leur expliquer et mettre sur la table les nouvelles réformes qui vont permettre que nous puissions maintenant aller à une élection inclusive. Maintenant, comment nous allons le faire de façon pratique, il appartiendra maintenant aux acteurs politiques au plan national. Et je suis sûr que à l'époque, la CEDEAO et les chancelleries aussi avaient organisé des rencontres avec les partis de l'opposition pour écouter leur son de cloche. Donc je pense que dans la visée des élections législatives de 2023, de janvier 2023, que cette démarche-là aussi doit pouvoir concerner ces points-là forcément. Marcel Zoumenou, le curseur qui a été mis sur les réformes politiques à l'occasion de la rencontre entre le président de la République et les ambassadeurs accrédités au Bénin. Oui, ça, ce que je voulais dire à ce niveau, c'est que peut-être que ça a échappé à beaucoup de personnes. Juste un peu après les dernières élections, il y a eu une proposition venant des 4 ou 5 ambassadeurs des pays de l'Union européenne qui s'étaient rapprochés du chef d'État pour faire des propositions. Et je crois, pour ce que j'ai cru entendre, c'est le chef d'État les a rappelés pour échanger autour des propositions qu'ils lui ont faites il y a 1 an environ. Et donc, tout ça tourne évidemment autour des dernières réformes politiques qui ont eu lieu au Bénin en 2019 et les propositions pour améliorer, puisqu'on a constaté que ces réformes ont fait que nous avons eu 2 élections violentes. Il faut avoir le courage de regarder notre passé. Les 2 dernières élections qu'on a eues au Bénin sont des élections exclusives et qui ont été émaillées de violence dans une bonne partie du pays. Donc, c'est des choses qu'il faut corriger. Si ça vient de la loi, il faut regarder si c'est la loi qui en est responsable ou si c'est les acteurs eux-mêmes qui sont responsables. Il faut essayer de voir là où le bas blesse et essayer de corriger pour que les prochaines élections législatives se passent très bien et pour que si c'est inclusif, comme l'a dit Michel, que les partis puissent participer et avoir la confiance que leur suffrage sera vraiment respecter et compter. C'est ce qui serait bon pour notre pays. Nous allons évoquer les classes culturelles. Ce projet sera opérationnel à la rentrée prochaine. Il s'agira de détecter et de promouvoir les talents artistiques et culturels au sein des établissements. Oui, je crois que j'en avais entendu parler il y a 1 ou 2 ans. Je connais même quelqu'un qui est dans le secteur culturel qui avait été retenu sur la liste des encadreurs. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Et que ce soit les classes sportives, que ce soit les classes culturelles, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand nous envoyons nos enfants à l'école, il faut qu'en dehors de ce qu'ils apprennent, qu'ils aient d'autres codes à leur arc. On peut avoir un enfant qui évolue dans le système académique normal, qui peut être un bon pianiste. Demain, s'il apprend un métier, il n'arrive pas à trouver le boulot lié à son métier, il peut vivre de ça. Donc, moi, je pense que c'est de très bonnes choses qu'il faut encourager. Mais maintenant, il ne faut pas que ça reste seulement au niveau du discours, parce que, comme je l'ai dit, il y a 2 ans que les premières démarches ont été faites après silence radio. Maintenant, on revient pour dire on veut lancer. Il faut que ça soit fait réellement. Et il faut que ça soit
les personnes, les professionnels qui sont dans le domaine et qui exercent en tant que tels, qui puissent être recrutés comme les encadreurs. Et là, ce serait 890 encadreurs ont déjà été recrutés et seront déployés dans les 77 communes du pays. Je crois que c'est une très bonne chose. Et on va attendre la mise en œuvre réelle de ce projet pour évaluer, pour voir l'impact sur les Michel Aonon, des matériels sont déjà acquis et les curricula de formation définis aussi. Oui, j'ai suivi il y a quelques mois les appels à candidature qui ont été lancés par le ministre et effectivement les recrutements ont tenu. Et donc je pense que les quelques couacs qui ont été notés dont Marcel a parlé, il me semble que le gouvernement a tenu compte de ça, c'est pourquoi il y a eu un peu de recul et que je pense maintenant que véritablement il me semble que les choses sont prêtes parce que les recrutements ont été effectués, il y a le déploiement, il y a du matériel, donc je pense que tout ce qu'il faut. Et le financement ne fait pas défaut non plus. Ah oui, il a rassuré. Non, le ministre a rassuré, c'est pas moi. D'accord. Parce que la voix d'un ministre, c'est la voix du gouvernement. Okay. Donc si un ministre dit quelque chose, c'est sûr que ça doit être vrai. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire que c'est grave. Donc je suppose, quand l'information vient d'une source aussi officielle qu'une source ministérielle, ça ne peut pas être du faux. Puisque le ministre, ce qu'il dit, c'est ce sur quoi les membres du gouvernement se sont entendus. Et donc ce que le chef de l'État ne peut pas remettre en cause. À moins qu'il y ait autre chose après. Voilà, donc c'est pourquoi il dit, si le financement existe, s'il y a eu des équipements, s'il y a eu le recrutement et le déploiement, ça veut dire que le gouvernement est vraiment prêt. Et il a été même précisé que dès la rentrée académique prochaine, que le programme va être déployé. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon pour les apprenants, ceux dont nous, on n'a pas pu bénéficier. Parce que, comme Marcel vient d'expliquer, c'est toujours bon, même dans le cursus académique, d'apprendre autre chose. Et j'ai aussi aimé pour les cadres sportifs aussi, par rapport, c'est très bien, c'est un très bon projet. Ça rappelle les coopératives scolaires qu'on faisait à l'époque, avec l'éclosion des talents comme les Stan Toron, les Angélique Kidjo. Voilà. Donc c'était de bonnes initiatives, mais qui entre-temps ont été délaissées. Et le gouvernement a bien fait de rappeler tout ça, de moderniser cela et d'adapter cela maintenant au nouveau contexte et de moderniser cela. C'est très bien pour nos enfants. Et puis, on encourage le gouvernement. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interatu. Sans surprise, Adama Bictogo a été élu président du Parlement ivoirien. C'est l'une des plus grosses fortunes du pays. Il est d'ailleurs très très proche du président Alassane Ouattara. Michel Aonon. Bon, moi, ça ne m'a pas surpris. Parce que, bon, au regard de l'actualité qui a précédé son élection, de sa proximité avec le président Ouattara, qui aujourd'hui a le vent en poupe, qui a la majorité, il peut en être autrement. Lorsque vous avez le pouvoir exécutif, vous avez facilement la majorité à l'Assemblée. C'est comme ça dans la plupart de nos pays dans la sous-région. Celui qui vient au pouvoir exécutif automatiquement, même s'il vient avec 0 député, il peut avoir 75, 80 députés en moins de 3 mois. Ça dépend des négociations politiques et tout. Donc on sait qu'en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a le vent en poupe, il a la majorité et tout. Donc quelqu'un qui lui soit proche, qui soit recommandé au vote, il doit pouvoir prendre la tête du Parlement. Et je pense que du point de vue profil et qualité personnelle, je pense bien que la personnalité peut faire le job. Et donc, je lui souhaite bon vent pour sa mission parlementaire à la tête du Parlement ivoirien. Et sa contribution aussi dans les débats interparlementaires au plan africain. Parce qu'il y a un cadre des présidents d'Assemblée nationale au plan africain et tout. Donc je pense qu'il est le bienvenu et que sa participation permettra aussi d'éclairer les débats au niveau du Parlement béninois pour certains sujets d'intérêt commun entre les pays de la sous-région. Il n'est pas nouveau dans ses fonctions. Il a toujours été considéré comme le vrai patron de l'hémicycle ivoirien parce que Amadou Soumaoro, le président défunt, était souvent absent à cause de sa santé chancelante. Oui, d'abord Bictogo, c'est une personnalité politique très connue en Côte d'Ivoire, c'est pas un néophyte. Et donc, et à ce niveau, pour moi, je pense que il y a une garantie qu'il ferait bien le job. Comme tu l'as dit, il a été toujours celui qui avait joué le vrai rôle dans l'ombre en tant que président de l'Assemblée. Et ce qui est évident, c'est que aussi Michel a dit, sa proximité avec l'actuel chef d'État, qui fait que le tandem va bien marcher, Alassane Ouattara, Adama Bictogo va bien marcher.
et que, comme tous les chefs d'État le souhaitent, qu'il n'aura pas, et parlant du président Ouattara, une assemblée nationale un peu trop rebelle, qui va empêcher certaines de ces décisions, de ces lois. Et donc, je pense que pour le bonheur de sa vision et sa philosophie des choses, je pense que c'est un bon pion qu'il a trouvé. Mais, la seule chose que je voulais dire, c'est que dans le casting des personnalités qui occupent des postes de grande responsabilité en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que le président Ouattara ne tient pas compte un peu de l'histoire de son pays. Un pays qui a fait près d'une dizaine d'années de guerre. Et donc, il faut travailler à noyer les frustrations. Et les frustrations, dans la plupart de nos pays, c'est le fait qu'on regarde trop d'où viennent les gens qui occupent des postes de responsabilité. Adama Bitogo, son nom le montre, il est de la région nord. Le Premier ministre actuel, c'est souvent des gens très proches. Et donc, on a l'impression qu'il y a une sorte de régionalisation des postes de responsabilité. Je crois qu'il y a deux artistes ivoiriens qui avaient fait même une chanson en disant qu'à tous les postes de responsabilité, on n'entend que 2 ou 3 noms de famille. Et je crois qu'il doit tenir compte de ça, équilibrer les choses. Il n'y a pas que les gens d'une ethnie ou bien d'une région du pays qui doit occuper des postes de responsabilité. Il faut regarder au nord, il faut regarder à l'ouest, il faut regarder à l'est, il faut regarder au sud et il faut regarder aussi là où on est assis aussi. Moi, je crois que c'est la seule chose que j'ai à dire par rapport à ça. Sinon, il mérite valablement son poste. Alors, toujours oui, Michel Aouro. Marcel, dans son intervention, j'ai noté 2 choses. D'abord, par rapport à la majorité parlementaire dans nos pays. Et moi, on m'a appris en philosophie politique que l'Assemblée nationale, c'est une institution de contre-pouvoir. Et quand j'ai regardé l'actualité, il fut un moment où j'ai demandé à un enseignant, mais quand on a dit que l'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir, c'est contre quel pouvoir? C'est contre le pouvoir exécutif ou bien c'est contre les autres pouvoirs? Ou bien il est contre quel pouvoir? Parce qu'à un moment donné, quand vous regardez comment ça se fait, il est difficile pour un président de la République, détenteur du pouvoir exécutif, de mener à bien ses ambitions s'il est tout le temps tétanisé par une Assemblée nationale composée rien que d'opposants ou des gens qui sont décidés à lui rendre la vie difficile. Vous allez voir que lorsque la première initiative de révision de la Constitution a été initiée par le président Talon et que cela a échoué, il est venu ici à l'ORTB dans un débat, je l'ai entendu dire, il dit qu'il était parti avec de bonnes intentions, mais que désormais il fera de la politique. Et vous allez constater que c'est juste après ce discours que tout a changé dans son comportement et dans tout ce qu'il a commencé par faire au plan politique. Et c'est ça qui nous a conduit dans ce que les gens appellent réforme d'ordre d'élection exclusive et tout. Donc, à un moment donné, j'ai posé la question et dit, mais bon, l'Assemblée nationale, c'est une institution de contre-pouvoir. Parce que récemment, ma fille qui allait à l'examen était en train de réviser ses cours, et on leur a enseigné les institutions de contre-pouvoir, les noms des présidents, tout ça, c'était Djabounou, tout ça. On va évoluer dans le débat. Nous sommes tenus par le temps. Il faut qu'on aborde le cas ukrainien. Donc, en fait, c'est de façon ramassée, c'est pour dire que dans tous les pays, notamment chez nous en Afrique, les institutions que nous appelons institutions de contre-pouvoir, si c'est de contre-pouvoir contre le pouvoir exécutif, ça pose problème. Et quand ça devient aussi un valet de l'exécutif, ça pose aussi un problème. Nous sommes tenus par le temps, Marcel Zoumenou, en Ukraine, par rapport à la guerre, 3 combattants étrangers, à savoir 2 Britanniques et 1 Marocain, ont été condamnés à mort par les forces russes parce qu'ils auraient été considérés comme des mercenaires. Bon, considérés comme des mercenaires par les Russes. Ok. Alors, moi, d'abord, je vois là deux éléments. Le premier élément, c'est que le conflit tend à s'internationaliser avec des combattants qui viennent d'autres pays qui ne sont pas les pays belligérants, les parties belligérantes que sont la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est une donnée importante. Deuxième chose, c'est que quand nous regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui là-bas, il y a comme une guerre de communication, il y a en dehors de la guerre sur le terrain, il y a une autre vraie guerre entre la Russie et les Occidentaux en général. Et cette guerre-là, qui est une guerre communicationnelle, amène les Russes à poser des actes ou à faire dire dans l'opinion
des choses justes pour montrer qu'ils sont dans un rapport de force qui leur est favorable. Et donc, parce que moi, c'est vrai, je ne maîtrise pas la législation des guerres, les droits liés à la guerre, mais à quel moment on peut dire qu'un combattant qui est engagé auprès d'une force belligérante est un mercenaire? Ça me pose assez de problèmes. Si on ramène ça au niveau africain, il y a le débat où on parle du groupe Wagner, un groupe russe qui est tassé de mercenaires par la France et les Occidentaux. Mais la Russie, dans le même temps, n'a jamais trouvé de mal à cela. Et donc, moi, j'ai comme l'impression que nous sommes là dans une guerre, la seconde guerre, la guerre de communication qui accompagne la guerre sur le terrain. Et dans cette guerre de communication, nous devons faire beaucoup attention à toutes les spéculations, à toutes les déclarations qui viennent d'une partie ou d'une autre. L'intérêt qui doit être le nôtre, en tout cas pour nous Africains et pour les citoyens du monde, c'est que la paix revienne. Personne ne gagne rien dans une guerre, que ce soit la Russie elle-même, et que ce soit l'Ukraine, et que ce soit les pays occidentaux qui soutiennent la Russie. La preuve, on nous dit depuis plusieurs mois que c'est à cause de la guerre que le blé et les intrants coûtent plus cher. Et donc, moi, je ne sais pas quel intérêt nous autres, nous avons à gagner de ça. Nous devons travailler pour que cette guerre s'arrête très vite et que le monde entier puisse faire face aux défis qu'on a aujourd'hui. Le défi, c'est la faim, le défi, c'est la survie, le défi, c'est les changements climatiques, les menaces climatiques et tout le reste. Michel Aono, les condamnés ont un mois pour faire appel de la décision. Mais c'est vu aussi comme une vengeance parce qu'il y a quelques jours, un soldat russe a été condamné à perpétuité. Alors, la question que moi je me suis posée, je me suis demandé, mais les gens sont sur le territoire russe ou bien ils sont sur le territoire ukrainien? Parce que s'ils sont sur le territoire ukrainien et qu'ils veulent combattre aux côtés des Ukrainiens, je ne pense pas en quoi une décision de justice russe puisse avoir un impact. Puisqu'il faut, quand vous dites condamner à mort, ça veut dire qu'il faut exécuter les gens. Mais pour exécuter quelqu'un, il faut l'avoir physiquement. C'est pourquoi je me demande où ça se trouve. Mais ce que Marcel vient de dire, c'est que il y a oui, ils ont été arrêtés. C'est-à-dire, est-ce qu'ils combattent aux côtés des forces ukrainiennes? La Russie trouve que c'est des mercenaires. Mais dans la guerre, chacun recrute en fonction. C'est comme si vous allez à un match de football, même si ce n'est pas un Béninois de nationalité, vous pouvez solliciter. Et il y a des trucs dans lesquels quelqu'un peut jouer pour l'équipe béninoise, un truc comme ça. Donc, et la guerre de la communication aussi, c'est une guerre. Moi, je me rappelle, il y a des trucs qui ont été diffusés. On a dit qu'on a tué 40 terroristes sans que les médias qui en ont parlé n'aient jamais exhibé les corps des 40, mais que tout le monde a relayé. Alors que quand vous dites qu'on a tué des terroristes, il faut qu'on puisse voir au moins les corps des terroristes qui ont été tués. Peut-être que l'autre invente qu'il a tué 40 pour faire peur dans le camp d'adverse. On vous aura compris, Michel Aono, voilà, dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Double défaite des écureuils dans le cadre des matchs de qualification pour la CAN 2023 et les supporters béninois qui sont très remontés contre l'équipe nationale. Marcel Zoumenou. Non, moi j'ai ma position sur ce sujet. Les supporters ne doivent pas être remontés. Parce que quand l'équipe gagnait, il n'y a pas de problème. Dans le football, on gagne ou on paye. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand on stigmatise, tout le monde critique aujourd'hui les joueurs. Mais dans un passé récent, c'est les mêmes joueurs, presque, qui nous ont permis d'avoir des victoires. Moi, je crois que le vrai problème du football, c'est que nous devons faire des réformes structurelles. C'est-à-dire, ce que tous les autres pays ont fait et ça a marché, ça fait plus de 10 ans, 20 ans qu'on est en train de dire à nos dirigeants. Personne ne veut écouter. C'est aussi simple que ça. Le Sénégal l'a fait, le Mali l'a fait, le Burkina, dans une certaine mesure, l'ont fait. Et aujourd'hui, ils ont des joueurs. C'est de créer des écoles de football, de former des joueurs qui peuvent accéder à des clubs d'élite dans des pays de pratique du football et d'avoir un système d'encadrement nécessaire. Mais on n'a jamais voulu faire ça parce que c'est vrai que les résultats ne sont pas immédiats. Bon, les gens préfèrent le système actuel, où à chaque fois qu'il y a un match, on pioche les joueurs à droite et à gauche, parce qu'il y a des gens qui doivent gagner sur les billets, qui doivent gagner sur les hébergements, qui doivent gagner sur ça, peut-être sur des primes de joueurs.
Et on a maintenu notre système tel qu'il était depuis 20 ans. On a toujours procédé comme ça. Quand il nous manque des joueurs, on regarde un peu si quelqu'un, sa maman avait un grand-parent béninois, on le sollicite pour venir jouer dans l'équipe. Et puis c'est ça. Moi, je crois que si moi j'étais à la place de ceux qui doivent décider, j'arrête le système et on procède à des réformes structurelles, pas des réformes conjoncturelles en faisant les choses pour régler les problèmes de l'instant. Tant que nous allons continuer à faire ça, nous ne devrons pas être surpris de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu 2 échecs que tout le monde crie. S'ils avaient gagné avant-hier, là, personne n'allait crier. Mais le système pourri serait maintenu là. Et ça va continuer à faire ces ravages. Moi, je crois qu'il faut revoir les choses et essayer de faire ce que tous les pays qui réussissent dans le football ont fait, et ça a marché, que de rester là à chaque fois à faire les mêmes choses et à croire que nous pouvons avoir des résultats. Parce qu'au moment où nous, on est en train de faire le débat ici, en croyant que les autres sont petits, le Mozambique qui a rencontré le Bénin à la première CAN et qui avait fait match nul, pourquoi les Béninois sont surpris qu'ils viennent nous battre ici? Puisque depuis près de 20 ans qu'on les a rencontrés, eux aussi ont dû évoluer. Et ce n'est plus une petite équipe. C'est ce que les gens n'ont pas. C'est ce qui a surpris les gens. Les gens ont cru que le Mozambique était une petite équipe qu'on pouvait battre facilement. Mais non? Michel Aonon, par rapport à la défaite. Pour avoir de nouveaux résultats, on doit changer la manière dont on fonctionne. Moi, je voudrais dire une chose. Est-ce que toutes les nations sont tenues d'être des nations de foot? Je crois que non. Donc, soit nous arrêtons tout. Moi, ça ne coûte rien au Bénin d'écrire aux fédérations pour dire nous arrêtons notre participation aux compétitions pendant les 10 prochaines années pour nous organiser. Carrément. On peut prendre une décision comme ça. Et maintenant, nous mettons 5 ans, pas dans les 10 ans, nous mettons 5 ans à créer les infrastructures, les écoles, et suivre la formation et tout ce que Marcel vient de démontrer là. On fait tout ça et nous sommes prêts maintenant. Parce que si on ne marque pas l'arrêt pour faire les investissements qu'il faut et se relancer, c'est qu'on sera toujours dans le conjoncturel. C'est-à-dire, à chaque événement, on essaie de voir où est-ce qu'on peut trouver, et ainsi de suite. Et tantôt, nous avons la victoire, tantôt la défaite. Et ça ne fait pas de nous une nation de foot. Merci à vous, voilà. Michel Aonon. Stop et fin. Je le rappelle, j'ai reçu Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune. Merci. Merci, Lénaïque. Avec nous également, c'était Michel Aonon, directeur de publication du quotidien Palmarès. Merci. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous pour la rediffusion le mardi à 22h30. À très vite.